Le 1er juin 1310, à Paris, on a brûlé une femme, en place de Grève. Son nom, Marguerite Porrette. On l'a dit Béguine. Mais qu'est-ce que ça veut dire, Béguine? Ça peut vouloir dire une femme célibataire, vivant en communauté, une relation mystique avec Dieu. Mais depuis 1300, ça commence à dire aussi une femme qui désobéit, qui est rebelle à l'Église. Le 1er juin 1310, à Paris, Marguerite Porrette est brûlée parce qu'elle a écrit un livre et parce qu'elle a l'outrecuidance de vouloir faire lire ce livre. 10 ans auparavant, c'est le livre lui-même qui a été brûlé, mais à Valenciennes, où réside Marguerite. L'évêque de Cambrai, Guido de Collemezzo, a prévenu son autrice. L'ouvrage contient des erreurs manifestes qui relèvent de l'hérésie. Il ne doit pas circuler. Mais Marguerite passe outre. Elle fait circuler son livre. En fait, elle cherche à convaincre. Mais pour l'Église, cela signifie qu'elle est en train de propager l'hérésie. À l'automne 1308, elle est dénoncée et livrée à l'inquisiteur de Paris, qui lance une longue procédure. Le 31 mai 1310, 2 ans plus tard, la sentence est prononcée. Le livre est condamné comme hérétique, tous ses exemplaires doivent être brûlés. Et puisque l'Église ne peut pas faire couler le sang, son autrice est remise à la justice séculière qui ordonne son exécution par le feu. Un bûcher, c'est une exécution capitale, spectaculaire, spectaculairement cruelle, et dont il faut saisir la portée dans une anthropologie chrétienne. On réduit un corps en cendres, ce qui veut dire qu'on le prive de sépulture chrétienne. Et donc il sera à jamais interdit de jugement dernier. C'est une manière d'annuler une vie, de la réduire en cendres, littéralement, et donc d'effacer une mémoire. Donc il faut s'intéresser évidemment à la sentence et à son exécution. Il faut s'intéresser aussi, c'est peut-être un des principaux protagonistes de cette scène, au lieu de la sentence et de son exécution. Ce lieu, c'est la place de Grève à Paris. La place de Grève, comme son nom l'indique, désigne à l'époque une plage de sable et de gravier qui descend en pente douce vers la Seine. C'est un port d'où l'on débarque des marchandises, mais aussi une place, un lieu foisonnant de vie qui va devenir, à partir du bûcher de Marguerite Porrette, le lieu des exécutions publiques. Durant 500 ans, du XIVe au XIXe siècle, des hérétiques, des juifs, des sorcières sont brûlés, des brigands sont pendus ou roués de coups, des gentilshommes rebelles à leur roi sont décapités ou écartelés comme François Ravaillac, l'assassin de Henri IV, des révolutionnaires sont guillotinés. Mais lorsque Victor Hugo, dans Le Dernier jour d'un condamné, décrit cette lugubre place de Grève qui pourrait être pavée des têtes qu'elle a vues tomber, le souvenir du bûcher de Marguerite Porrette s'est éteint depuis longtemps. Donc, cette scène, finalement, on doit l'imaginer. On est condamné à, non pas l'inventer, mais l'imaginer. Et pour cela, on peut s'accrocher à tâtons à quelques textes quand même. Il y a la chronique universelle latine de Guillaume de Nangis, dont un des continuateurs raconte l'histoire. Il raconte comment on a convoqué à son de trompe la foule pour assister à ce spectacle de la mort. Et ce qui est intéressant, et en fait plus qu'intéressant, bouleversant, c'est que le chroniqueur ne nous donne pas simplement à voir la scène, il nous donne à voir les yeux qui la regardent et qui, à ce moment-là, dit-il, sont embués de larmes. Voilà, c'est à ces petits accros des textes officiels, c'est dans ces brèches-là que les historiennes et les historiens doivent
s'immiscer. Vous savez, quand les textes fuient un peu, trahissent un peu ce qu'ils ne devraient pas dire. De cette scène n'existe qu'une seule représentation, une enluminure des grandes chroniques de France peinte vers 1410-1412, un siècle donc après l'exécution. On y voit un bûcher avec une femme voilée, ce qui signale sa condition religieuse. Mais elle n'est pas seule. Des hommes périssent avec elle dans les flammes. Ce qui est troublant, c'est que l'image confond deux événements qui ont eu lieu à 15 jours d'intervalle. Le 12 mai, des Templiers déclarés hérétiques sont brûlés à Paris. Le 1er juin, c'est Marguerite. Quel lien entre les deux événements? Regardons à gauche de l'enluminure. Un homme à cheval couronné au milieu de son entourage désigne le bûcher. Il a ce geste, ce bras dressé qui, dans la symbolique des images médiévales, signifie sans ambiguïté que c'est lui qui déclenche l'action. Cet homme, c'est Philippe le Bel. Philippe le Bel, roi de 1285 à 1314, c'est le roi de l'exaspération de l'État. Sur fond de crise économique et financière, le roi tente d'affirmer avec vigueur et brutalité son pouvoir. Et l'ensemble de la configuration des pouvoirs du royaume de France se réorganise autour de sa majesté. Alors il y a évidemment sa lutte contre la souveraineté du Saint-Empire romain germanique, mais il y a aussi et il y a surtout la lutte contre le pape. C'est ce qu'on appelle le grand différend entre Philippe le Bel et Boniface VIII. Il a connu son point le plus dramatique dans ce qu'on appelle l'attentat d'Agnani, le 7 septembre 1303, où un des légistes et un des juristes conseillers de Philippe le Bel, Guillaume de Nogaret, brutalise le pape qui en meurt un mois plus tard, le 10 octobre 1303. Et l'administration de Philippe le Bel va s'acharner au point qu'en mars 1310, donc au moment de l'affaire Marguerite-Porrette, ils engagent un procès contre la mémoire de Boniface VIII. Mais ne nous y trompons pas. Si Philippe le Bel s'attaque à Boniface VIII, c'est parce qu'il estime que le pape a failli dans sa mission spirituelle. Il lui revient à lui, roi très chrétien, de garantir la pureté de la foi de son royaume. De 1301 à 1307, il entreprend de grands procès contre les évêques qu'il juge défaillants, quitte à inventer de temps à autre des chefs d'accusation. En 1306, il expulse les Juifs. Mais le procès qui frappe le plus les esprits, c'est en 1310, celui contre les Templiers, cet ordre de moines soldats fondé au temps des croisades. Accusés d'être des adorateurs du diable, 54 d'entre eux sont envoyés au bûcher. Avec le procès des Templiers, Philippe le Bel ne cherche pas seulement à s'emparer de leur puissance financière et à réduire ce qui était devenu un État dans l'État. Il fait de l'hérésie une cause royale. Tout ce qui est commis contre Dieu ou contre la foi est commis contre lui. On pourrait être, à partir de maintenant, seulement intéressé par le bruit sourd de cette grande machinerie d'État, celle qui, évidemment, produit de ces grands agencements anonymes que sont le pouvoir, la puissance de l'Église, la coercition, l'Inquisition. Mais ça ne serait pas juste de laisser Marguerite seule en son supplice. Il faut maintenant aller voir vraiment ce que toute cette machine d'État a tenté de détruire. C'est-à-dire la vie d'une femme et sa parole, en tant que cette parole et cette vie étaient inscrites dans un livre qui a brûlé avec elle. Donc, qui est Marguerite Porrette? Elle apparaît pour la première fois dans les documents liés à son procès, en 1310. Margaretam de Annonia dictam Porrete. Margareta, c'est son prénom. Dicta Porrete, en ancien français, petit oignon, c'est son surnom. De Annonia, du comté de Hainaut, dans la France du Nord, à la frontière de la Belgique actuelle. Un prénom
un surnom, une vague origine, mais pas de patronyme. Rien n'est dit de sa famille, ni de son milieu social. Reprenons donc le fil du procès. Le 3 avril, 5 experts en droit canon, c'est-à-dire en droit de l'Église, déclarent que l'insoumission opiniâtre de Marguerite est de nature hérétique. Quelques jours plus tard, le 11 avril, 21 théologiens de l'Université de Paris qualifient cette hérésie sur la base de l'examen de 15 extraits de son livre. Marguerite est déclarée coupable de l'hérésie du libre esprit. Le 9 mai, l'inquisiteur général prévient les canonistes que Marguerite a déjà été condamnée à Valenciennes 10 ans plus tôt, ce qui fait d'elle non seulement une hérétique, mais une hérétique relapse, qui donc persévère dans l'erreur. Donc là, le 9 mai, tout est joué. Et donc on va se dire, techniquement, c'est un beau procès. Enfin presque. Il manque quelque chose. Il manque elle, sa parole. Parce que dans la procédure inquisitoire, il s'agit de produire la vérité. Mais cette vérité, pour qu'elle éclate au grand jour, il faut qu'elle soit dite par l'accusé. Marguerite Porete les prive de ce triomphe. Elle ne parle pas. Mais il n'y a pas en histoire de silence impénétrable. Il reste toujours quelque chose. Même des entreprises de destruction les plus systématiques, il reste toujours quelque chose, quelques traces à aller relever. En 1946, une historienne italienne qui s'appelle Romana Guarnieri a fait le lien, a rapproché ce livre condamné en 1310 et théoriquement disparu, avec un autre qui circule depuis le XVe siècle anonymement, et qui s'appelle Le miroir des âmes simples et anéanties. L'historienne a démontré que le livre, écrit en langue vernaculaire, un français picardisant, non seulement avait survécu, mais avait continué à circuler dans toute l'Europe, en français et dans des traductions latines, italiennes et anglaises. Le texte de Marguerite témoigne d'une connaissance approfondie en matière de théologie, de mystique, mais aussi de littérature courtoise, de poésie des troubadours et de romans chevaleresques. C'est un miroir au sens du Moyen-Âge. En lisant l'ouvrage, les croyants doivent s'y contempler comme dans un miroir et y voir comment se perfectionner. C'est un texte savant qui fait cheminer son argumentation, une argumentation qui miroite en somme, davantage qu'elle ne se subdivise, vers un chemin escarpé qui est celui qu'elle propose aux égarés pour retrouver leur vérité propre et leur foi. Au fur et à mesure que l'on progresse dans cette connaissance de soi, on découvre en soi la possession divine. Cette possession divine, elle nous dépossède de nous-mêmes, de nos vertus, de notre volonté, et on est simplement anéanti. Elle parle d'une possession qui est une possession divine, mais qui passe par le corps. Et c'est ça qui est évidemment déterminant dans ce livre. Marguerite n'est pas la première à revendiquer un rapport direct et fusionnel avec Dieu. Lorsqu'en 1308, les religieuses augustines ouvrent le cœur de leur consoeur Claire de Montefalco, qui vient de mourir, elles y trouvent imprimés les instruments de la passion, comme si le Christ avait sculpté sa chair de l'intérieur. D'autres expriment leur mysticisme par l'écrit. La moniale cistercienne Béatrice de Nazareth rédige en moyen néerlandais les 7 manières d'amour. La chartreuse Marguerite Douin écrit en latin et en franco-provençal sur l'amour illimité du Christ. Mais le plus souvent, cette expression féminine est soumise à la médiation des clercs, qui apprivoisent la spiritualité des femmes en éliminant sa dimension la plus subversive. Mais là, non, Marguerite Porete, elle est seule, c'est elle qui a écrit. C'est ça
le côté tout à fait singulier. Les autres ont été inquiétés. Hein. On a hésité. Est-elle folle? Est-elle possédée? Est-elle sainte? Mais là, on a l'impression que Marguerite, on n'hésite pas. Elle tombe tout de suite du mauvais côté parce qu'elle écrit seule. C'est tout récemment qu'on a pu briser cette solitude, que la recherche historique a brisé cette solitude. En 2020, une jeune historienne, Lou Wanan, a retrouvé dans les archives d'un béguinage, le béguinage Sainte Élisabeth de Valenciennes, le nom de Marguerite. Et donc, d'une certaine manière, cette découverte toute récente, 2020, elle nous permet de comprendre Marguerite, c'est-à-dire de la prendre dans un portrait de groupe, celui des béguines. Des béguines, il ne reste aujourd'hui que leur lieu de vie, les béguinages, constitués de petites maisons blanches ordonnées autour d'une cour sagement gazonnée. Mais ce coquet paysage immaculé, tel que l'industrie touristique le valorise, nous donne surtout à voir des béguinages de l'époque moderne, ceux des villes flamandes du XVIIe siècle. À l'origine, la vie des béguines était moins rangée, comme nous le dépeint l'historienne Élisabeth Lucet, spécialiste des communautés religieuses au Moyen-Âge. On a des formes assez diverses de vie, de façon de vivre sa vie de béguine. On peut continuer à vivre dans sa maison avec une vie qui est une vie chaste, mais en conservant ses biens et avec une vie de prière et de travail. On peut aussi vivre en communauté. Marguerite Porete provient probablement du béguinage de Sainte-Élisabeth de Valenciennes, dans lesquels on a plusieurs types d'institutions. Des béguines nantis qui vivent dans des maisons, des sœurs pénitentes qui vivent dans ce qu'on appelle un couvent, donc en communauté, et puis des femmes, des béguines plus pauvres, qui sont accueillies dans des structures qu'on appelle un hôpital, des structures charitables, et qui vivent grâce à la charité de l'ensemble des habitants. Les béguines sont inclassables, elles sont des laïques, mais elles aspirent à une forme d'autorité qui est normalement réservée aux clercs. Ce sont des femmes, mais elles aspirent aussi à pouvoir parler comme des hommes, à formuler des idées comme des hommes. Et puis ce sont des femmes, mais qui ont accès aussi au savoir, qui écrivent non pas dans la langue des clercs, le latin, mais en langue vernaculaire. Et en cela, elles ne rentrent pas dans les cases, elles s'émancipent, elles s'affranchissent de toutes ces frontières. Pour autant, elles ne sont pas complètement libres. Elles vivent en fait en rapport étroit avec les clercs notamment le curé qui s'occupe de l'église de leur paroisse. Elles sont sous l'autorité d'un abbé ou d'un évêque. Elles reçoivent régulièrement des prédicateurs qui leur prêchent des sermons. Et c'est aussi par ce biais-là qu'elles acquièrent une forme de savoir, puisque c'est en écoutant ces sermons, en faisant des récitations collectives, des textes sacrés, qu'elles acquièrent et qu'elles prétendent avoir une forme de savoir intellectuel. À partir de la fin du XIIIe siècle, l'Église et la société en général aspirent à encadrer les formes de religiosité féminine. Le pape, Boniface VIII, entend enfermer les femmes au sein de structures identifiées comme religieuses. C'est ce qu'on appelle la Decretale Periculoso, qui fait la distinction entre les femmes religieuses qui vivent sous une règle dans l'obéissance de leur évêque et au sein d'un cloître, au sein d'une clôture, et les mauvaises femmes, les femmes itinérantes qui professent des idées fausses, qui s'arrogent une place qui n'est pas la leur, qui prétendent discuter de la Trinité, de l'être divin. C'est l'idée que les femmes peuvent accéder à des formes de sainteté qui sont spécifiques, parce que cette sainteté, elle passe par le corps, par les sens, par des expériences corporelles. Mais c'est aussi l'idée que ces femmes, elles sont dangereuses si elles ne sont pas contrôlées. L'exécution de Marguerite Porete le 1er juin 1310 en place de Grève à Paris, elle n'est pas compréhensible si on ne saisit pas que c'est au fond une manière de faire un exemple dans un grand mouvement de mise au pas, de discipline et de contrôle
des béguinages. C'est d'ailleurs si vrai que, un an plus tard, en 1311, s'ouvre dans la ville de Vienne, dans le sud de la France, le concile où le pape Clément V va condamner le béguinage avec cette phrase très forte, « Elles ne peuvent pas se dire religieuses puisqu'elles n'obéissent à personne ». Et dans ce concile de Vienne en 1312, on retrouve comme exemple de ces opinions fausses et perverses, des béguines que l'on condamne désormais, des opinions qui sont extraites de ce livre brûlé, avec son autrice, à Paris, le 1er juin 1310. Et pendant ce temps-là, dans le monde, en 1310, Dante rédige son De Monarchia. Comme Marguerite Porret et les Béguines, le poète italien affirme le pouvoir intellectuel des laïcs et revendique le droit d'écrire sur la foi, le pouvoir et le moi, loin de sa ville natale de Florence. La même année, alors que les Templiers sont brûlés à Paris, un autre grand ordre militaire, les Hospitaliers, conquiert l'île de Rhodes. Les Hospitaliers protègent ainsi la voie du pèlerinage vers Jérusalem et renforcent la grande voie commerciale qui mène les marchands italiens jusqu'en Égypte. Là, dans cette Égypte des Mamelouks, le sultan Al-Nasir Muhammad se hisse au pouvoir, entamant un long règne de 31 ans. En Inde, la dynastie turque des Khalji écrase les Mongols et fonde le sultanat de Delhi. Entre la Méditerranée et l'océan Indien, se structure donc le système de l'Ancien Monde. Au miroir des âmes simples et anéanties, le ravissement mystique est le reflet inversé de la possession diabolique. Il y a de l'un à l'autre comme un retournement qui se fait très facilement. C'est vraiment ça qui angoisse, qui fait paniquer les hommes d'Église. C'est que le corps féminin, il a une béance, il est faillé, et dans ce corps peut s'engouffrer et Dieu et le diable, et toutes les puissances invisibles. Donc, la question, elle est double. D'abord, est-ce que l'exécution de Marguerite Porret est le prélude à la chasse aux sorcières? Parce que c'est ça qu'on a en tête aujourd'hui, les sorcières. Puis il y a une autre question. C'est est-ce que la chasse aux sorcières est une guerre faite aux femmes? C'est une question qui mérite d'être posée quand même. Ce qu'on appelle chasse aux sorcières trouve son origine dans les années 1320. Lorsque le pape Jean XXII, un intellectuel obsédé par la possession diabolique, établit un lien entre pensée féminine et hérésie. Les premiers passages à l'acte auront lieu un siècle plus tard, avec les bûchers en Dauphiné, en Valais et dans les Alpes, mais les persécutions vont durer jusqu'au XVIIe siècle. Songeons au grand procès des sorcières de Salem, à Boston. Aujourd'hui, les historiens estiment que la grande majorité des victimes de la persécution contre la sorcellerie ont été des femmes. Alors allons encore plus loin. Est-ce que ce sont des féminicides? Bien entendu que dans le cas de Marguerite Porret en 1310 et des sorcières un siècle plus tard, le fait d'être femme est une circonstance aggravante. C'est une femme que l'on condamne, que l'on brûle. C'est de ça dont on parle. C'est d'une entreprise de destruction systématique, méthodique, qui a échoué. On peut lire Marguerite Porret, le livre des âmes simples et anéanties. On peut lire tous les livres et romans qu'elle a inspirés. Et alors, Marguerite Porret rejoint un autre collectif, celui de nos imaginaires contemporains de l'émancipation féminine.
Et elle, qui n'était pas historiquement une sorcière, elle le devient.